Alors, on pourrait se dire, voilà, cette grande guerre de Vendée, avec, on va pas refaire la chronologie de la guerre de Vendée, mais après ça venait décembre 1793, on pourrait se dire, voilà, c'est écrasé. Hein. Parce qu'il faut savoir que la volonté d'écraser la Vendée est affirmée publiquement et juridiquement depuis le 1er août dans un décret, 1793. Les forêts seront abattues, les repères des rebelles seront détruits, les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers pour être portés sur les derrières de l'armée et des bestiaux seront saisis. Les femmes et les vieillards seront conduits dans l'intérieur et il sera pourvu à leur subsistance avec cette phrase si célèbre, avec tous les égards dus à l'humanité. Alors, messieurs, dames, sur le plan politique à Paris, on n'a plus de Danton. Ceux qui faisaient des affaires avec la Révolution ont été balayés par Maximilien de Robespierre. Le 5 avril, Danton et les Girondins ont été, pour la plupart, condamnés à mort. Enfin, certains ont été condamnés à mort, voire même très loin, parce que Camille Desmoulins, prétend même sa femme, Lucille Desmoulins, sera elle aussi guillotinée. Et on a Robespierre. Robespierre arrive à la communauté de salut public, je crois que c'est le 27 juillet 1793. Il va faire un an, Robespierre. Le 27 juillet 1794, ce sera à son tour. Ce Robespierre, donc, est un homme qui s'inscrit dans une lutte qui est beaucoup plus politique que celle de Georges Danton. La France est administrée par des comités. Un comité de sûreté générale, un comité de salut public, un comité qui va traiter que les affaires militaires, et donc le comité de salut public a une compétence générale, il peut traiter de toute question. Alors, Robespierre est malade. Des fois, il est absent, il n'est pas toujours là. Et son objectif à lui, Robespierre, c'est de mettre en place des mesures économiques. Et c'est pour ça qu'on se heurte directement à ce qu'ont fait les Girondins. C'est cette fameuse loi du maximum. C'était une loi qui valait à la fois pour le salaire des travailleurs et à la fois aussi pour le prix des denrées alimentaires. C'était ni plus ni moins qu'un blocage des prix et un blocage des salaires. Alors ça, c'est la politique de Robespierre. C'est-à-dire que Robespierre, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais jamais de ne pas avoir été resté fidèle à ce qu'il a dit en 1788 et que je vous ai lu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des politiques sociales qui sont dirigées vers les gens les plus pauvres. Mais le seul problème, c'est que ça va être tout ça dans un bain de sang effroyable. Et là, on arrive à notre affaire, notre sujet de notre conférence d'aujourd'hui, le 17 décembre, alors que les pauvres restes de l'armée catholique et royale n'ont pas encore été piétinés dans les marais de Savenay, eh bien, un nouveau chef arrive, c'est Turreau de Lignières, et c'est l'homme des colonnes infernales. Alors, ce Turreau de Lignières n'est pas un grand militaire. Ça n'est pas un homme qui s'est illustré de manière violente sur les champs de bataille. C'est un homme qui, par contre, a une intelligence tacticienne. Il regarde la situation, il ferait, comme on pourrait dire aujourd'hui, un audit de la situation. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la guerre de ligne, ça ne marche pas. Donc il dit, puisque ça ne marche pas, on va faire autre chose. Mais on peut se demander à quoi sert cette autre chose, puisque, comme le dit Westermann lui-même, on a tout piétiné, il ne reste rien. Et depuis le 1er octobre 1793, on n'a eu qu'une obsession, c'est tout raser, tout brûler. Et bien pourtant, cet homme-là va lancer, à partir du 21 janvier 1794, comme c'est un militaire, ça a toujours un charme, il écrit. Alors il dit, voilà, j'ai un plan, 21 janvier 1793, c'est le début des colonnes infernales, c'est un an après la mort de Louis XVI, qui a été guillotiné un an plus tôt, et il dit, voilà, moi c'est simple, j'ai 60 000 hommes, ces 60 000 hommes, je vais les faire voyager déjà sans bagages. Sur des petites unités extrêmement mobiles qui n'ont qu'un objectif, c'est de tout brûler. Alors, il écrit.
Il écrit parce qu'il a besoin d'être couvert. 16 janvier 1994. Il écrit aux députés représentant la Convention en Vendée, ceux qui sont sur place. Mon intention est bien de tout incendier. Mais cette grande mesure doit être prescrite par vous. Vous devez également vous prononcer d'avance sur le sort des femmes, des hommes et des enfants que je rencontrerai dans ce pays révolté. S'il faut tout passer au fil de l'épée, je ne puis exécuter une pareille mesure sans un arrêté qui me mette à couvert ma responsabilité. Réflexe logique d'un militaire. Même couvrir. Il s'agit quand même de tuer des gens. Et de brûler des maisons. Le problème, c'est qu'on ne lui répond pas. Pas de réponse. Le militaire qui applique la théorie des baïonnettes intelligentes, c'est un principe juridique en France, devrait se dire « j'attends ». Mais il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre longtemps. 21 janvier, tout seul, qui se dit quand même, moi je suis un chef, il faudrait quand même que... Il n'y a pas qu'on vienne me reprocher de ne rien faire. Il écrit à ses troupes, il donne des instructions à ses troupes. Tout ça, c'est toujours écrit. 21 janvier, donc, je le dis bien, un an après la mort de Louis XVI. Tous les brigands qui seront trouvés, armes à la main, ou convaincus de les avoir prises, seront passés au fil de la baïonnette. On y agira de même avec les filles et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes simplement suspectes ne seront pas non plus épargnées. Tous les villages, métairies, bois et tout ce qui peut être brûlé sera jeté aux flammes. Grâce à vous, il n'y aura dans 15 jours en Vendée ni maison, ni ville, ni habitants. 21 janvier. On lance les opérations. Le comité de salubrité ne bouge pas. Jusqu'au 8 février. Et là, c'est Carnot, ministre de la Guerre, qui répond. Envoyez-vous Carnot. Tu te plains, citoyen général? Ben oui, parce que comme il a écrit en disant ça serait bien que vous me couvriez, parce que quand même là vous me faites faire du sale travail, et je ne suis pas couvert. Alors on lui répond, Carnot, tu te plains, citoyen général, de ne pas avoir reçu du comité une approbation formelle de tes mesures. Mais tes mesures paraissent bonnes, et tes intentions pures. C'est dans le texte du ministre de la Guerre de l'époque. Extermine les brigands jusqu'au dernier. Voilà ton devoir. Et alors c'est là où c'est le plus singulier. Et vous penserez bien en victime du paradis quand je vais vous dire ça. Nous regardons comme traîtres tous les généraux, tous les individus qui songeraient au repos avant que la destruction des rebelles soit entièrement consommée. D'accord ? C'est-à-dire que non seulement vous pouvez prendre des initiatives tout seul, ça nous est totalement égal, et même si c'est après coup qu'on les apprend, on vous signale qu'on les approuve. Mais si vous ne les aviez pas pris, ces initiatives toutes seules, eh bien sachez que vous seriez un traître. Et ce serait peut-être vous qui seriez passé au fil de l'épée. Je le redis bien, hein. Nous regardons comme traîtres tous les généraux, tous les individus qui songeraient au repos, au lieu d'aller exterminer ceux qui restent en Vendée, je le redis encore, après une défaite éclatante, éblouissante dans le marais de Savenay où il n'y a plus d'armée catholique et royale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour se battre, il reste des brides, et on envoie l'armada américaine, entre guillemets, détruire. Ça, c'était la grande histoire, ça va être pour toute la Vendée, et vous savez que l'un des épisodes les plus funestes, c'est au Luc-sur-Boulogne, le 28 février, Cordelier passe, et on sait ce qui va devenir dans la chapelle, le petit Luc, etc. Chez nous, on avait un général qui était stationné à Luçon, qui commandait les Bleus. Parce que même s'il y avait des insurgés dans le coin, on considérait que tout le territoire était républicain, la République étant indivisible, ne l'oubliez pas. Ce général Brard est démis de ses fonctions. Et on va nommer pour le remplacer notre fameux Jean-Baptiste Huchet. Jean-Baptiste Huchet, c'est un ancien boucher avant la guerre. Il était boucher de sa profession, c'est pas une profession déshonorante, mais effectivement, quand on voit ce qu'il va faire, ça peut être un peu prémonitoire. Alors, ce qui se passe, c'est que ce Huchet connaît mal le terrain. Il vient juste d'arriver. Premier point. Et il reçoit une instruction
de Tureau, qui se trouve être en quartier au mois de novembre, à la Motte-à-Char. Le quartier général de Tureau est à la Motte-à-Char. Il envoie des ordres précis à Huchet en lui disant, c'est le 25 mars, Huchet, vous allez faire ce que je vous dis et mon ordre est le suivant. Je vais vous le lire. Après, je vais presque tout lire. Ça. Il fera enlever par tous les moyens militaires les subsistances et fourrages qui s'y trouvent, sur sa droite depuis Saint-Hermine jusqu'à Chantonnay, en avant de lui depuis Saint-Hilaire-le-Vouilly, La Chaise et Château-Guibert, sur sa gauche depuis le Bourg-sous-la-Roche, le Tablier, jusqu'à la Clé. Toutes les subsistances qui en proviendront seront dirigées, ainsi que les bêtes à cornes, sur Luçon. C'est important, les bêtes à cornes. Ça vaut cher. Aussitôt l'enlèvement fait, tous les bourgs, hameaux, villages, fours et moulins seront entièrement brûlés. Sans exception. Il ne faudrait pas qu'il en reste, tout de même. Bien entendu, c'est la phrase subtile de la fin, que ceux qui seront reconnus avoir pris part directement ou indirectement à la révolte de leur pays seront exterminés sur le champ. Le 28 mars, le général Huchet a divisé son secteur. Il attribue à des capitaines, des lieutenants, chacun un secteur. Pour notre secteur, c'est un type qui s'appelle Goy-Martinière, qui est capitaine et qui est stationné à Marie-sur-Lère. Lui, il est chargé de venir passer dans notre secteur. Alors, maintenant, nous sommes le 28 mars, au cœur du thème de la conférence. On pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que les colonnes infernales? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était chez nous comme ailleurs? Réponse, oui, c'est comme ailleurs. Pas de spécificité. Alors, la première chose qu'on doit savoir, et pour bien s'imaginer ce qu'est le passage de cette colonne infernale, c'est que cette colonne n'est pas une colonne surprise. C'est-à-dire qu'elle ne vous saute pas dessus, hein, on la voit venir de loin. C'est qui dit incendie, dit dimensionné dans le ciel, et donc on voit l'évolution de la colonne avec les incendies. Donc les gens sont de prime abord, je vous lirai tout à l'heure au chemin du souvenir, un passage des souvenirs de la comtesse de la Bouère qui, à partir de la page 126 de cet ouvrage, nous explique comment elle a vécu les colonnes infernales. À partir du moment où on voit l'incendie, les populations en fait sont frappées d'hystérie et de panique. C'est la première chose que vous devez comprendre. Hein, c'est-à-dire que les gens ne sont pas restés, bah, tiens, je vois que les autres sont en train de se faire massacrer à Saint-Florent, je vais vaquer à mes obligations, à mes activités habituelles. C'est pas ça du tout. Les gens de Chaillé-sous-les-Ormeaux, comme les gens de Saint-Florent-des-Bois, vont avoir un réflexe qui va être rapide, c'est protéger tout ce qui coûte cher. En commençant par les biens d'intérêt commun qui sont les plus importants. Donc, les cloches de l'église. On en démonte, sauf nous, qui était de 1642, on n'a pas réussi à la démonter. On va les cacher dans la rivière, en bas du Pied Doré et du Furet, au niveau de l'île du Furet. C'est un petit chemin qui longe là-bas, et il y a une petite île au milieu de Lyon. On plonge les cloches à l'intérieur, sauf une, cette fameuse cloche de 1642. C'est parce qu'elle est de 1642 qu'elle a vécu d'autres épisodes, notamment pendant les guerres de religion, qu'on l'a identifiée. Et puis après, on sort les meubles, les beaux meubles. On va les mettre dans des buissons, dans les fourrés. L'argent, les bijoux qu'on peut avoir, même si les gens sont ici très pauvres, hein, n'allons pas nous imaginer que ce sont des gens qui vivent comme nous vivons aujourd'hui. Le plus pauvre des Français pourrait presque être considéré comme riche au regard de ce qu'avaient les gens à l'époque. Le pauvre des Français aujourd'hui. On se cache, on a peur, mais, et ça va être le réflexe de beaucoup de femmes, de familles qui ont des enfants, il faut continuer de vivre, il faut continuer de manger, il faut continuer de s'occuper des enfants. On a peur, alors certains vont se cacher dans les landes, dans les genêts, certains, on a des retours, alors ça c'est la mémoire orale. On a une femme qui aura eu tellement peur lors du passage de cette colonne infernale ici, qu'elle restera 3 semaines cachée dans la lande, il n'y aura pas moyen de la faire sortir. Alors, on a l'arrivée de la troupe, village par village, hameau par hameau, tout est brûlé. Les gens, alors, les consignes qui sont données
soit disant que seuls les brigands vont être exterminés, la notion de brigand est considérée et appréhendée comme étant tout individu ayant des jambes et capable de se mouvoir, qu'il soit de gauche ou de droite, républicain, révolutionnaire, insurgé ou royaliste, est passé au sabre de l'épée ou de la baïonnette. Il faut bien le savoir, le drame des colonnes infernales, c'est que même les gens qui se sont battus pour les idées de la Révolution, même les gens qui à Chaillé étaient républicains, ont été tués comme les autres, sans distinction. Alors il y a toujours des petites légendes, c'est ce qu'on se raconte dans les veillées, on se racontait, le grand-père, ben moi j'ai vécu ça, etc. Et alors on a plusieurs légendes, par exemple à la Laudière, il y aurait eu un chêne à la Laudière ici, un chêne très, très important, creux. Et dans ce chêne, eh bien, plusieurs chaïseurs auraient été se cacher. Et puis il y en avait un autre, un chaïseur qui lui aussi cherchait à se cacher, et puis il serait arrivé dans le chêne. Oui, mais non, va-t'en, il n'y a plus de place. Et le pauvre malheureux, sans y penser, avait laissé ses sabots devant le chêne dans lequel il a voulu entrer, et il est parti se cacher dans les buissons. La colonne infernale est arrivée. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a des sabots devant ce chêne. Naturellement, ils ont sorti, passé à l'épée et à la baïonnette tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et le pauvre malheureux qui avait laissé ses sabots était resté, lui, caché dans les fourrés, dans les buissons, et a pu assister à la scène. Et ça, c'est... On a d'autres petits passages aussi. Un dénommé de Beauquier, qui habitait à la Proutière. Alors lui, il voit les soldats arriver. Alors la Proutière, c'est au niveau de Saint-Florent, de l'autre côté de la rivière, on n'est pas très loin. Et on a une vue remarquable ici. Et il a vu qu'ils venaient. Et les troupes, les soldats, les bleus arrivaient. Donc il s'est dit, bon, très bien, j'ai le temps de me cacher. Il s'en va dans son étable, il se met dans le râtelier, caché sous le foin. Puis il ne bouge plus. Alors il racontera après qu'effectivement, les hommes sont arrivés, il est vers midi, les chevaux ont été attachés, et puis ben, on a commencé à chercher, à manger, on a épluché des poules, on a on a fait des omelettes, on a mangé, on a cherché du vin dans la cave et on s'est abreuvé copieusement. Et à un moment donné, eh bien, il est toujours caché, il ne bouge pas, puis on entend que des sentinelles appellent ces cavaliers qui sont là et qui disent « Venez, 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 il y en a qui se sauvent là! Il y en a qui se sauvent, il y en a plein qui s'en vont là-bas !» Et alors ces soldats partent, ces cavaliers s'en vont. Et il faut aller, effectivement, il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine qui sont en train de se sauver. Et lui, ce Beauquier dit, ben moi, finalement, j'ai eu la peau sauvée grâce à ça, parce que j'ai pu ressortir de ma cachette, et j'ai pu me sauver. Ceux qui vont être sauvés, ce sont les fameux, probablement, du chemin du paradis, ceux qu'on a retrouvés, là, ce nombre de corps si élevé, ici, dans ce petit chemin, au bord de Lyon, il y avait un pont tout près. Vous allez voir, quand on va se déplacer tout à l'heure, c'est au bord du pont, ce beau pont de Chaillé qui passe sur Lyon, qui mène à Saint-Florent-des-Bois. Et bien, là, on va retrouver plein d'hommes et de femmes et d'enfants qui ont été massacrés. On a d'autres témoignages aussi. Parce que, voilà, on sait qu'après le passage à colonne infernale, tout brûlait. Tout était pillé au niveau de ce qu'il pouvait y avoir dans l'église et le presbytère. Et puis ben, on a notre curé O'Brien. Le curé O'Brien, qui est le curé réfractaire de Chaillé, c'est un Irlandais. Et bien forcément, lorsqu'on savait qu'il y avait un réfractaire dans le coin, sa tête était mise à prix, c'était presque un trophée de guerre, hein, c'était à celui qui allait l'avoir. Alors, le curé O'Brien circulait en soutane, et a eu que le temps de s'enfuir, et au niveau de la rivière, de jeter son chapeau, de laisser ses sabots sur le côté, et puis de courir vers la grotte de Saint-Yon, là, hein, toujours dans le même sens, vers le Furet. Il sauvera sa vie comme ça, restera caché après pendant plusieurs jours, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des retours. Et puis on a une autre légende, et je dis bien légende, alors je ne sais pas ce qu'il en est exactement, c'est ce fameux chêne du pèlerin, entre Chaillé et Nimy. Vous avez un calvaire aujourd'hui qui a été aménagé par la paroisse et la commune, et vous avez une petite rue qui part sur le côté, et une petite rue qui part vers Champ-Saint-Père, hein, les Guitardières, etc. Dans ce parage-là, la légende dit qu'il y avait un chêne aussi énorme, un chêne creux, que l'on appelait le chêne du pèlerin, et qui renvoyait une légende très ancienne
à une époque où un seigneur Évrard, alors on est au XIIe siècle, en 1130 par là probablement selon la légende, eh bien ce seigneur Évrard qui était le seigneur du coin, qui aimait chasser sur les bords de Lyon, eh bien ce seigneur un soir d'hiver, au mois de janvier, il faisait très froid, certainement -5, -10, en revenant de la chasse avait trouvé un pèlerin qui revenait de Saint-Jacques-de-Compostelle et puis qui s'en allait sur Nieul-Dolan. Et il aurait frappé dans ce manoir du seigneur Évrard, et il aurait demandé l'hospitalité pour la nuit, et à boire et à manger. Et Évrard, qui était un homme très revêche, très méchant, avare, qui ne voulait dépenser aucun sou pour quoi que ce soit qui ne lui fût pour un personnel, eh bien cet homme-là refusa l'accueil, l'hospitalité à ce pèlerin qui revenait de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors le pèlerin s'installa devant la porte du Seigneur, selon la légende. Il se coucha, s'endormit, et avait planté son bâton de berger entre ses jambes. Le lendemain, lorsque le serviteur du Seigneur Évrard rouvrit la porte, il s'aperçut que l'homme était mort, glacé, avec un très beau sourire sur les lèvres. Et ce bâton de pèlerin qui avait été planté dans le sol, de ce bâton sortaient des bourgeons et des fleurs, alors que nous étions sous la glace et que le printemps n'était pas encore arrivé. Alors, forcément, le serviteur, complètement affolé, se dit, il faut aller prévenir Évrard, je monte, il entend au même moment Évrard qui crie d'horreur dans sa chambre. Le serviteur arrive dans la chambre et puis voit là le diable en personne, à côté du seigneur Évrard, tout noir, cramoisi, comme un charbon, les traits très tirés, hurlant et se tordant de douleur. Le diable, voyant le serviteur, pris de colère, donne un coup de poing dans le mur, s'empare d'Évrard et part en enfer avec, nous dit la légende. Il reste sur place ce fameux pèlerin qui a été enterré, nous dit la légende, pieusement par les habitants du coin. Évrard n'étant plus là, on respirait peut-être mieux. Et il a poussé de ce bâton qui avait donné des bourgeons en plein hiver à un chêne énorme. Alors je ne sais pas si vous êtes allé vous promener au cœur de la vallée de Lyon, sur le site de Piquet, mais quand vous allez tout au fond, il y a un champ là, avec un chêne majestueux qui mérite le détour. Hein, c'est l'un des plus beaux arbres de notre région. Il faut y aller le dimanche après-midi. C'est ça la vallée de Lyon, c'est beau et ça mérite, c'est du bonheur. Eh bien, ce chêne, voilà, c'était à peu près la même chose, un chêne majestueux qui serait resté là. Eh bien, ce 28 mars 1794, le jour où ce capitaine Goy-Martinière est passé, rien ne fut brûlé dans le coin, parce qu'il n'y avait rien à brûler, sauf ce chêne, messieurs, dames, nous dit toujours la légende, ce chêne qui avait laissé, soi-disant, le diable avec le seigneur Évrard. Eh bien, lorsque les colonnes sont passées, eh bien, ce chêne fut brûlé. Mais c'est une légende, il n'y a pas de trace nulle part, ni aux archives départementales, ni nationales, nulle part. Voilà, alors, la colonne se dirige vers Némy, les châteaux sont brûlés, église. Sur le château de Némy et sur le château de la Domangère, je crois qu'il y a un inventaire qui a été fait pour le château de la Domangère. À la fin du passage, il y en avait pour moins de 500 francs de valeur sur un château énorme. Ce château, vous voyez, il est repris en photographie d'une carte postale du début du siècle dernier. Alors, c'est la désolation, c'est la misère, tout est détruit et le mouvement est général. Il n'y a non seulement plus d'armée, mais il va rester un homme quand même dans le coin, qui lui n'a pas fait la durée de galère, qui n'est pas allé à Grandville, c'est Charette. Ce fameux général Charette, qui est bien connu des Vendéens grâce au château de la Chavoterie, cet endroit où il fut arrêté le 23 mars 1796. Et nous avons parlé de Charette.